Imaginez un vaisseau qui quitte la Terre demain matin. Il s'élance vers le haut, traverse l'atmosphère en quelques minutes, dépasse la Lune en quelques jours, et continue tout droit, sans jamais ralentir, sans jamais dévier, pointé vers les confins les plus reculés de notre galaxie. Il file à la vitesse la plus rapide que l'humanité ait jamais atteinte avec un engin spatial. Et il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête jamais. Combien de temps faudrait-il à ce vaisseau pour sortir de la Voie lactée? La réponse à cette question ne se mesure pas en années. Elle ne se mesure pas en siècles. Elle ne se mesure même pas en millénaires. Elle se mesure en centaines de millions d'années. Ce chiffre est si colossal qu'il dépasse la portée de tout langage humain ordinaire. Et pourtant, il est réel. Il repose sur des distances mesurées, des vitesses connues et une physique confirmée. Ce soir, nous allons explorer pourquoi ce nombre est si immense, pourquoi notre galaxie refuse de se laisser quitter facilement et ce que cela révèle sur la place véritable de l'humanité dans le cosmos. La première chose à comprendre, c'est que notre intuition nous trahit presque immédiatement. Quand on pense à un voyage, on imagine un point de départ et une destination, avec une route entre les deux. On monte dans un véhicule, on parcourt cette route et on arrive. C'est ainsi que fonctionnent tous les déplacements que nous connaissons, de la marche à pied jusqu'au vol transatlantique. Même les missions spatiales que nous avons accomplies jusqu'ici suivent cette logique. On envoie une sonde vers Mars, vers Jupiter, vers Pluton. Le trajet est long, parfois de plusieurs années, mais il reste conceptuellement simple. Un départ, un transit, une arrivée. La Voie lactée brise cette logique. Elle ne se comporte pas comme une route qu'on parcourt. Elle se comporte comme un océan sans rivage, un territoire si vaste qu'il transforme le voyage lui-même en quelque chose d'entièrement différent de ce que le mot « voyage » évoque habituellement. Pour mesurer l'ampleur du problème, commençons par les vitesses dont nous disposons. L'une des sondes les plus rapides jamais envoyées dans l'espace profond est Voyager 1, lancée en 1977. Elle se déplace à environ 17 km par seconde par rapport au Soleil. C'est une vitesse stupéfiante selon les standards humains. À cette allure, vous pourriez traverser la France entière en moins de 30 secondes. Vous pourriez faire le tour de la Terre en un peu plus d'une demi-heure. C'est un exploit technique remarquable, le fruit de décennies d'ingénierie et de physique appliquée. Mais dans le contexte de la Voie lactée, cette vitesse commence à rétrécir jusqu'à devenir presque dérisoire. Si cette exploration vous fascine, un simple like et un abonnement compteraient énormément pour nous et nous encourageraient à continuer. Car notre galaxie n'est pas un petit quartier d'étoiles. C'est une structure colossale. Un disque en rotation qui s'étend sur environ 100 000 années-lumière de diamètre. Et une année-lumière, rappelons-le, c'est la distance que la lumière parcourt en une année entière en se déplaçant à 300 000 km par seconde. Cela représente environ 9 500 milliards de kilomètres. 9 500 milliards pour une seule année-lumière, et notre galaxie en mesure 100 000 de diamètre. Les chiffres deviennent si grands qu'ils cessent de fonctionner comme des quantités et commencent à fonctionner comme des abstractions. L'esprit ne peut plus les saisir directement. Il ne peut que les comparer à d'autres choses pour tenter de leur donner un poids émotionnel. Alors, donnons-leur ce poids. Si un vaisseau spatial quittait la Terre aujourd'hui à la vitesse de Voyager 1, 17 km par seconde, et se dirigeait tout droit vers l'extérieur de la galaxie, il lui faudrait des centaines de millions d'années pour atteindre les régions où le disque stellaire commence à s'amenuiser. Des centaines de millions d'années. Pour mettre cela en perspective, les dinosaures ont disparu il y a environ 66 millions d'années. Si un vaisseau avait été lancé le jour même de l'extinction des dinosaures, à la vitesse de nos meilleures sondes, il n'aurait toujours pas terminé sa traversée aujourd'hui. Il serait quelque part dans l'immensité noire de l'espace interstellaire, encore profondément enfoui
à l'intérieur de la Voie lactée, entourée d'étoiles dans toutes les directions, sans aucun signe visible que le bord approche. Toute l'histoire de la civilisation humaine, l'agriculture, l'écriture, les empires, les religions, les révolutions, la science, l'industrie, l'ère numérique, tout cela tiendrait dans une fraction infime de ce voyage. Les pyramides d'Égypte, que nous considérons comme anciennes, auraient été construites et auraient eu le temps de s'effriter en poussière des milliers de fois avant que le vaisseau n'ait parcouru ne serait-ce qu'1% de la distance totale. Chaque langue que l'humanité a jamais parlée aurait le temps de naître, de se transformer et de disparaître des dizaines de milliers de fois. Chaque nation qui a jamais existé pourrait se former et s'effondrer un nombre incalculable de fois. Le vaisseau, lui, continuerait sa course silencieuse, indifférent à tout ce qui se passe derrière lui sur cette minuscule planète bleue qui rétrécit dans l'obscurité. Ce premier chiffre, des centaines de millions d'années, est déjà vertigineux, mais il repose encore sur une simplification. Jusqu'ici, nous avons traité le problème comme si quitter la Voie lactée consistait simplement à parcourir une très grande distance. Comme si notre galaxie était un vaste terrain plat qu'il suffirait de traverser en marchant suffisamment longtemps. Cette image est utile pour comprendre l'échelle, mais elle est incomplète. Car la Voie lactée n'est pas un simple espace à traverser. C'est un système physique, une structure dotée de masse, de mouvement et de gravité. Et nous sommes à l'intérieur de ce système, liés à lui, emportés par lui, tenus par ses lois. Quitter la Voie lactée, ce n'est pas comme sortir d'une pièce ou marcher jusqu'au bout d'un chemin. C'est tenter de s'arracher à l'emprise d'un objet cosmique qui nous retient depuis toujours. Pour comprendre pourquoi cette distinction change tout, il faut d'abord voir la Voie lactée telle qu'elle est réellement. Pas comme cette bande laiteuse que l'on aperçoit les nuits claires loin des lumières de la ville. Cette rivière pâle qui traverse le ciel et qui, pendant des millénaires, n'a été pour l'humanité qu'un mystère esthétique. La Voie lactée est une galaxie spirale barrée, un immense système organisé contenant entre 200 et 400 milliards d'étoiles, liées ensemble par la gravité en une structure qui tourne sur elle-même avec une majestueuse lenteur. Si vous pouviez vous élever très haut au-dessus de la galaxie et la regarder d'en haut, vous ne verriez pas une bande du tout. Vous verriez un gigantesque disque aplati, légèrement bombé au centre, avec de grands bras spiraux s'enroulant vers l'extérieur comme les branches d'un tourbillon cosmique. Ces bras ne sont pas des structures solides, ce sont des régions de densité plus élevée où les étoiles, le gaz et la poussière se concentrent, créant des zones de formation stellaire intense qui donnent à la galaxie son apparence gracieuse et structurée. Entre ces bras, l'espace est moins dense mais pas vide. Des étoiles, des nuages de gaz, des amas stellaires peuplent chaque recoin du disque. Au centre de tout cela se trouve une région plus épaisse et plus brillante, appelée le bulbe galactique. C'est le cœur de la Voie lactée, un amas dense d'étoiles anciennes, plus serrées les unes contre les autres que partout ailleurs dans la galaxie. Et au cœur même de ce bulbe se cache quelque chose d'encore plus extraordinaire, un trou noir supermassif dont la masse équivaut à environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Ce monstre gravitationnel ne dévore pas la galaxie entière comme on l'imagine parfois dans les représentations populaires, mais il marque le centre de rotation de tout le système. Chaque étoile de la Voie lactée, y compris notre Soleil, orbite autour de ce point central à des vitesses et des distances différentes, comme les grains de poussière dans un tourbillon d'eau à l'échelle cosmique. Mais la Voie lactée ne se limite pas à ce disque lumineux. Au-delà du disque visible, la galaxie possède une enveloppe bien plus vaste et bien plus discrète, le halo galactique. Cette région sphérique contient des amas globulaires, des concentrations denses et anciennes d'étoiles, du gaz chaud et surtout une quantité colossale de matière noire. La matière noire ne brille pas. Elle n'émet aucune lumière, aucun rayonnement détectable directement, mais elle exerce une gravité
et cette gravité est énorme. On estime que la matière noire représente la plus grande partie de la masse totale de la Voie lactée. Ce qui signifie que la galaxie est bien plus grande, bien plus massive et bien plus profonde gravitationnellement que ce que son apparence lumineuse laisse supposer. C'est un point crucial. Quand nous parlons de quitter la Voie lactée, nous ne parlons pas seulement de dépasser les dernières étoiles visibles du disque. Nous parlons de nous extraire d'un puits gravitationnel creusé par des centaines de milliards d'étoiles, d'immenses nuages de gaz et d'une quantité de matière noire si vaste qu'elle redéfinit les frontières mêmes de ce que nous appelons la galaxie. La Voie lactée visible n'est que la partie émergée d'un iceberg cosmique. Le reste, invisible, silencieux, mais gravitationnellement impitoyable, s'étend bien au-delà. Notre position à l'intérieur de ce système est elle-même remarquable. Le système solaire ne se trouve pas au centre de la Voie lactée, dans cette zone dense et surpeuplée du bulbe. Il ne se trouve pas non plus à la périphérie extrême, dans les régions les plus clairsemées du sommet du disque. Nous sommes situés à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, dans l'un des bras spiraux, le bras d'Orion, dans une zone de densité stellaire modérée. C'est une position intermédiaire, ni au cœur du tumulte, ni au bord de la solitude. Si l'on comparait la galaxie à une grande ville, nous ne vivrions ni au centre-ville, ni dans la dernière maison avant la campagne. Nous serions quelque part dans une banlieue tranquille, suffisamment loin du centre pour que la vie y soit calme, mais suffisamment à l'intérieur pour que la sortie de la ville représente encore un très long trajet. Cette position a des conséquences directes sur notre projet d'évasion galactique. Depuis notre emplacement, la distance jusqu'au bord visible du disque dans la direction la plus favorable est d'environ 20 à 30 000 années-lumière. Cela peut sembler plus modeste que le diamètre total de la galaxie, mais c'est une illusion de modestie. 20 000 années-lumière, c'est encore une distance si colossale que même la lumière, la chose la plus rapide de l'univers, mettrait 20 000 ans pour la parcourir. Et nos vaisseaux se déplacent bien plus lentement que la lumière. Incomparablement plus lentement. Il y a aussi un autre facteur que l'on oublie souvent. Nous ne partons pas d'un point fixe. Le Soleil, et avec lui, la Terre, et tous les objets du système solaire, orbitent autour du centre galactique à une vitesse d'environ 230 km par seconde. À cette allure, il faut entre 225 et 250 millions d'années pour accomplir un tour complet, ce qu'on appelle parfois une année galactique. Depuis la disparition des dinosaures, le Soleil n'a même pas terminé un seul tour de galaxie. Nous sommes pris dans un mouvement orbital gigantesque, emporté à travers la galaxie sans même le remarquer dans notre vie quotidienne. Ce mouvement signifie que tout vaisseau quittant la Terre ne part pas d'un point immobile dans un espace tranquille. Il part d'une plateforme en mouvement à l'intérieur d'un système en rotation. Et s'arracher à ce système exige bien plus que de simplement pointer vers l'extérieur et d'accélérer. C'est ici que la notion de vitesse de libération galactique entre en jeu, et c'est ici que le problème devient véritablement redoutable. Tout le monde connaît l'idée de vitesse de libération à l'échelle de la Terre. Pour qu'une fusée quitte notre planète et ne retombe jamais, elle doit atteindre une vitesse d'environ 11 km par seconde. En dessous de ce seuil, la gravité terrestre finit toujours par la ramener. Au-dessus, elle s'échappe. Le même principe s'applique au Soleil. Pour qu'un objet quitte définitivement le système solaire, il doit dépasser la vitesse de libération solaire depuis sa position. Les sondes voyagées y sont parvenues. Elles sont en route vers l'espace interstellaire, lentement mais irréversiblement. La Voie lactée fonctionne exactement de la même façon, mais à une échelle qui rend le défi presque inconcevable. Depuis notre position dans la galaxie, les astronomes estiment que la vitesse de libération galactique est de l'ordre de 550 km par seconde. 550 km par seconde.
c'est la vitesse à laquelle un objet devrait se déplacer par rapport à la galaxie pour échapper définitivement à son emprise gravitationnelle, pour ne plus jamais être ramené, pour ne plus orbiter, pour ne plus appartenir au système. 550 km par seconde, cela signifie parcourir 33 000 km chaque minute. Cela signifie faire le tour de la Terre en un peu plus d'une minute. Cela signifie se déplacer à près de 2 millions de kilomètres par heure. Comparons maintenant ce chiffre à ce que l'humanité sait réellement faire. Voyager 1, notre ambassadrice, la plus lointaine dans l'espace profond, se déplace à environ 17 km par seconde. C'est à peine 3% de la vitesse nécessaire pour échapper à la Voie lactée. 3%. La sonde Parker Solar Probe, l'engin le plus rapide jamais construit par l'humanité, atteint des vitesses d'environ 190 km par seconde lors de ses passages les plus proches du Soleil. C'est impressionnant, mais c'est encore seulement un tiers environ de la vitesse requise. Et cette vitesse n'est atteinte que grâce à la chute contrôlée vers le Soleil, pas grâce à la puissance propre du vaisseau naviguant librement dans l'espace profond. L'écart entre ce que nous savons faire et ce que la galaxie exige n'est pas un petit fossé. C'est un gouffre. Et ce gouffre a des conséquences profondes sur la signification même du voyage. Car un vaisseau qui se déplace en dessous de la vitesse de libération galactique ne s'échappe pas. Peu importe la distance qu'il parcourt, peu importe le temps qu'il passe à voyager, s'il n'atteint pas ce seuil, il reste gravitationnellement lié à la Voie lactée. Il peut s'éloigner très loin des étoiles familières, traverser des régions de plus en plus sombres, voir le disque galactique rapetisser derrière lui, et pourtant demeurer captif du système. Comme un caillou lancé en l'air qui, même en montant très haut, finit toujours par redescendre si la force du lancer n'était pas suffisante. C'est la distinction fondamentale entre voyager loin et s'échapper véritablement. Un vaisseau qui s'éloigne du centre de la galaxie, sans atteindre la vitesse de libération, est comme une comète sur une orbite très allongée autour du Soleil. Elle voyage extraordinairement loin, parfois aux confins du système solaire, mais elle revient toujours. Elle appartient encore au système. Sa trajectoire est dictée par la gravité de l'astre central. De la même manière, un vaisseau trop lent resterait éternellement prisonnier de la Voie lactée, même s'il donnait l'impression de la quitter. Cette réalité physique transforme la question initiale. Ce n'est plus seulement combien de temps pour traverser la galaxie, c'est combien de temps pour accumuler assez de vitesse dans la bonne direction pour que la galaxie perde définitivement son emprise sur nous. Et la réponse à cette deuxième question est encore plus décourageante que la première, parce qu'elle dépend non seulement de la distance à parcourir, mais aussi de la capacité de nos moteurs à produire l'accélération nécessaire sur des durées suffisantes. Et c'est là que le problème se complique encore davantage. Car même si nous parvenions à construire un vaisseau capable d'atteindre la vitesse de libération galactique, 550 km par seconde, la traversée elle-même resterait extraordinairement longue. À cette vitesse, parcourir 21 000 années-lumière prendrait encore environ 11 millions d'années. C'est moins que les centaines de millions d'années de notre estimation initiale, certes. Mais 11 millions d'années, c'est encore un gouffre de temps si profond que toute notion humaine de continuité y sombre. L'humanité tout entière n'existe sous sa forme actuelle que depuis environ 300 000 ans. La civilisation organisée n'a que quelques milliers d'années. 11 millions d'années, c'est un laps de temps durant lequel des espèces entières apparaissent, se diversifient, dominent des continents, puis disparaissent sans laisser autre chose que des fossiles. Alors, pourrions-nous aller plus vite? Bien sûr, en théorie. C'est ici que l'imagination technologique commence à intervenir, et c'est ici que le problème change de nature sans pour autant devenir simple. Les systèmes de propulsion que nous utilisons aujourd'hui, essentiellement des moteurs chimiques, sont fondamentalement inadaptés au voyage interstellaire et a fortiori au voyage intergalactique.
Un moteur chimique fonctionne en brûlant du carburant et en expulsant les gaz résultants à grande vitesse. Le principe est efficace pour quitter la Terre et naviguer dans le système solaire, mais il atteint ses limites fondamentales très rapidement dès que l'on envisage des distances plus grandes. Le problème central est ce qu'on appelle le paradoxe du carburant. Pour aller plus vite, il faut plus de carburant, mais plus de carburant signifie plus de masse, et plus de masse signifie qu'il faut encore plus de carburant pour accélérer cette masse supplémentaire. La relation est exponentielle, pas linéaire. Au-delà d'un certain point, ajouter du carburant ne fait qu'aggraver le problème au lieu de le résoudre. La propulsion nucléaire offre une amélioration significative. Un moteur nucléaire thermique qui chauffe un propergol en utilisant l'énergie d'un réacteur nucléaire peut atteindre des efficacités bien supérieures à celles des moteurs chimiques. Les études menées par la NASA dans les années 60 et 70, notamment le programme NERVA, ont démontré la faisabilité de ce type de propulsion. Mais même avec un moteur nucléaire, les vitesses atteignables restent loin du seuil nécessaire pour une évasion galactique dans un délai qui ne se mesure pas en millions d'années. La fusion nucléaire, si elle devenait un jour maîtrisable pour la propulsion, changerait considérablement la donne. Un moteur à fusion contrôlée pourrait en théorie atteindre des vitesses représentant quelques pourcents de la vitesse de la lumière. À 1% de la vitesse de la lumière, soit environ 3000 km par seconde, la traversée de 22 000 années-lumière ne prendrait que 2 millions d'années. C'est encore immense, mais c'est un ordre de grandeur en dessous de notre estimation initiale. Le problème, c'est que la fusion contrôlée pour la propulsion reste pour l'instant un objectif théorique. Nous ne maîtrisons pas encore la fusion de manière stable et durable sur Terre, et la transposer dans un moteur spatial compact et fiable représente un défi d'ingénierie qui pourrait prendre des décennies, voire des siècles, à résoudre. L'antimatière est encore plus prometteuse en termes d'énergie pure. Lorsque de la matière rencontre de l'antimatière, les deux s'annihilent en libérant une quantité d'énergie colossale, bien supérieure à celle de n'importe quelle réaction nucléaire. Un moteur à antimatière pourrait théoriquement propulser un vaisseau à des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Mais les obstacles pratiques sont immenses. Nous ne savons produire de l'antimatière qu'en quantité infinitésimale, à des coûts astronomiques, et la stocker sans qu'elle entre en contact avec la matière ordinaire représente un cauchemar d'ingénierie que personne n'a encore résolu. Il y a aussi les concepts de propulsion par faisceau, où un vaisseau léger, une voile solaire ou une voile laser, serait poussé par un puissant faisceau d'énergie émis depuis une station fixe. Le projet Breakthrough Starshot, par exemple, envisage d'envoyer de minuscules sondes vers le système stellaire le plus proche en les accélérant à 20% de la vitesse de la lumière grâce à un réseau de lasers terrestres. À cette vitesse, la traversée jusqu'à Alpha du Centaure prendrait environ 20 ans. C'est révolutionnaire pour le voyage interstellaire à courte distance. Mais même à 20% de la vitesse de la lumière, traverser la galaxie entière prendrait encore 500 000 ans. Et ces sondes seraient minuscules, quelques grammes tout au plus, bien trop petites pour transporter un être humain ou même un équipement scientifique complexe. Le tableau qui se dessine est clair, chaque bond technologique raccourcit le voyage, mais aucun ne le rend court. La propulsion nucléaire réduit les centaines de millions d'années à des dizaines de millions. La fusion les réduit à des millions. L'antimatière, ou la propulsion par faisceau, pourrait les réduire à des centaines de milliers. Même à 10% de la vitesse de la lumière, une prouesse technique que rien dans notre technologie actuelle ne permet d'envisager pour un vaisseau de taille significative. La traversée prendrait encore 200 000 ans. C'est plus court que les centaines de millions d'années initiales, mais c'est toujours plus long que toute l'histoire de notre espèce. La Voie lactée ne se laisse pas dompter facilement. Chaque amélioration de la propulsion ne fait que déplacer le problème d'un registre à un autre. On passe de l'impossible géologique
à l'impossible civilisationnel, puis de l'impossible civilisationnel à l'impossible biologique. Les chiffres deviennent moins écrasants, mais ils ne deviennent jamais ordinaires. La galaxie reste toujours plus grande que nos meilleurs outils, et cette disproportion est l'une des leçons les plus profondes que le cosmos ait à nous enseigner. Il faut aussi comprendre un aspect du voyage que les discussions sur la propulsion tendent à occulter, la navigation. Naviguer dans le système solaire est déjà un exploit de précision mathématique. Les sondes envoyées vers les planètes extérieures doivent exploiter des fenêtres de lancement précises, effectuer des corrections de trajectoire à des moments calculés au dixième de seconde et utiliser l'assistance gravitationnelle de planètes intermédiaires pour gagner la vitesse nécessaire sans épuiser leurs réserves de carburant. Chaque manœuvre repose sur une connaissance extrêmement fine des positions, des masses et des vitesses de tous les corps impliqués. Et même avec cette précision, des erreurs sont possibles. Des missions ont été perdues pour des raisons aussi prosaïques qu'une confusion entre unités métriques et impériales. Transposez maintenant ce défi à l'échelle galactique. Un vaisseau tentant de quitter la Voie lactée ne pourrait pas simplement pointer dans une direction et accélérer aveuglément. Il devrait tenir compte du mouvement orbital du système solaire autour du centre galactique. Il devrait calculer la trajectoire optimale pour exploiter ou éviter les influences gravitationnelles des étoiles, des amas et des nuages de gaz qu'il traverserait en route. Il devrait anticiper les perturbations causées par la matière noire, dont la distribution est connue avec une précision encore limitée. Et tout cela sur des durées de voyage si longues que les erreurs d'arrondi dans les calculs initiaux pourraient se transformer en déviations de trajectoire de milliers d'années-lumière à l'arrivée. La communication avec la Terre, ou avec tout point d'origine, deviendrait rapidement problématique, puis impossible en termes pratiques. Les ondes radio se déplacent à la vitesse de la lumière. À une distance de 1000 années-lumière, un message envoyé depuis le vaisseau mettrait 1000 ans pour atteindre la Terre, et la réponse mettrait 1000 ans de plus pour revenir. Un échange de 2000 ans pour une seule question et sa réponse. À 10 000 années-lumière, ce serait 20 000 ans. Le vaisseau serait, pour toute fin pratique, coupé de tout contact avec son point d'origine, bien avant d'avoir atteint le bord de la galaxie. Il serait seul. Véritablement, absolument, irréversiblement seul. Cette solitude cosmique est un aspect du voyage qui mérite qu'on s'y attarde. Sur Terre, même les explorateurs les plus isolés de l'histoire, les navigateurs polynésiens traversant le Pacifique, les équipages des premières expéditions polaires, les astronautes des missions Apollo, savaient qu'un monde existait derrière eux. Ils pouvaient imaginer leur port d'attache, leur famille, leur civilisation continuant à vivre en leur absence. Et surtout, ils pouvaient espérer y revenir. Le retour était peut-être incertain, peut-être dangereux, mais il restait concevable. Pour les voyageurs galactiques, aucun retour ne serait possible. La Terre qu'ils auraient de quitter n'existerait plus sous la forme qu'ils connaissaient. Les langues qu'ils parlaient au départ auraient évolué au-delà de toute reconnaissance. Les nations, les cultures, les religions qu'ils portaient en mémoire auraient disparu et été remplacées des centaines ou des milliers de fois. Même s'ils parvenaient à faire demi-tour et à revenir, ce qui prendrait aussi longtemps que le voyage allait, ils arriveraient dans un monde plus étranger que tout ce qu'ils pourraient rencontrer dans l'espace interstellaire. Le retour serait un voyage dans un futur si lointain qu'il équivaudrait à arriver sur une planète totalement inconnue. Cette irréversibilité est l'un des aspects les plus profonds du voyage galactique. Elle transforme le départ en rupture définitive. Pas un au revoir temporaire, pas une séparation avec l'espoir de retrouvailles, une coupure nette et absolue avec tout ce que le voyageur a connu. C'est un type de solitude qui n'a aucun équivalent dans l'expérience humaine. Même la mort, dans certaines traditions philosophiques et religieuses,
est accompagné de l'idée d'un ailleurs, d'une continuation, d'un lien avec ce qui a été laissé derrière. Le voyage galactique ne laisse même pas cette consolation. Le vaisseau emporte avec lui tout ce qu'il est et abandonne tout le reste pour toujours. Il y a un autre aspect physique du voyage qui mérite attention. L'énergie nécessaire, non pas pour la propulsion elle-même, mais pour le fonctionnement quotidien du vaisseau. Un habitat capable de soutenir une communauté humaine pendant des millénaires a des besoins énergétiques constants et considérables. La lumière artificielle pour les cultures hydroponiques, le chauffage pour maintenir des températures viables dans le vide glacial de l'espace interstellaire, où la température ambiante est de quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Le recyclage de l'atmosphère, la purification de l'eau, les systèmes médicaux, les systèmes de fabrication, les ordinateurs de navigation, les communications internes. Chaque aspect de la vie à bord consomme de l'énergie. Et cette énergie doit être produite de manière fiable et continue pendant toute la durée du voyage. Les panneaux solaires, qui alimentent la plupart de nos engins spatiaux actuels, deviendraient inutiles une fois le vaisseau éloigné du Soleil. La lumière solaire diminue avec le carré de la distance. À la distance de Jupiter, elle est déjà environ 27 fois plus faible qu'à la distance de la Terre. À quelques années-lumière du Soleil, elle serait indétectable. Le vaisseau devrait emporter sa propre source d'énergie. Les générateurs thermoélectriques à radioisotopes, comme ceux qui alimentent les sondes voyagées, produisent des quantités d'énergie minuscules, quelques centaines de watts, et leur puissance décroît à mesure que le matériau radioactif se désintègre. Pour un habitat de taille significative, il faudrait des réacteurs nucléaires à fission, voire des réacteurs à fusion, capables de fonctionner pendant des millénaires sans ravitaillement en combustible frais. La fission nucléaire est une technologie que nous maîtrisons, des réacteurs terrestres fonctionnent depuis les années 50. Mais un réacteur spatial destiné à fonctionner pendant 10 000 ans ou 100 000 ans pose des problèmes d'ingénierie sans précédent. Les matériaux des réacteurs se dégradent sous l'effet des radiations qu'ils produisent eux-mêmes. Les combustibles nucléaires s'épuisent. Les systèmes de refroidissement doivent fonctionner sans interruption. Un réacteur qui tombe en panne sur Terre peut être réparé ou remplacé. Un réacteur qui tombe en panne dans l'espace interstellaire, à des milliers d'années-lumière de toute aide, met en danger toute la communauté qui en dépend. La thermodynamique elle-même devient un adversaire subtil. Tout système qui consomme de l'énergie produit de la chaleur résiduelle. Sur Terre, cette chaleur se dissipe dans l'atmosphère, dans les océans, dans le sol. Dans l'espace, la seule façon d'évacuer la chaleur est par radiation, en l'émettant sous forme de rayonnement infrarouge dans le vide. Ce processus est lent et inefficace comparé à la convection ou à la conduction. Un vaisseau habité devrait être conçu avec d'immenses radiateurs capables de dissiper la chaleur produite par ses systèmes de vie, ses moteurs et ses réacteurs, sous peine de se transformer progressivement en un four clos où la température ne cesserait de monter. Ces détails techniques peuvent sembler arides, mais ils sont essentiels pour comprendre pourquoi le voyage galactique résiste si obstinément à la simplification. Il ne suffit pas de résoudre un seul problème, la vitesse, pour que tout le reste se mette en place. Chaque solution en engendre de nouvelles. Plus le moteur est puissant, plus il consomme d'énergie. Plus le vaisseau est grand, plus il a besoin de protection contre les radiations et les impacts. Plus le voyage est long, plus les systèmes doivent être fiables. Plus la communauté est nombreuse, plus les besoins en nourriture, en eau et en air sont importants. C'est un réseau de contraintes interdépendantes où chaque fil que l'on tire resserre les autres. L'histoire de l'exploration humaine offre des parallèles instructifs, mais aussi des avertissements. Les grandes expéditions maritimes des XVe et XVIe siècles, celles de Colomb, de Magellan, de Zheng He,
étaient des entreprises extraordinairement audacieuses pour leur époque. Les navigateurs partaient vers l'inconnu, sans garantie de retour, avec des navires fragiles et des réserves limitées. Beaucoup mouraient en route. Les pertes étaient souvent catastrophiques. L'expédition de Magellan, la première circumnavigation du globe, partit avec 5 navires et environ 270 hommes. Un seul navire revint, avec 18 survivants. Magellan lui-même ne figura pas parmi eux. Mais ces expéditions, aussi périlleuses qu'elles fussent, bénéficiaient d'avantages que le voyage galactique ne peut pas offrir. L'océan, malgré ses dangers, contenait de l'eau potable sous forme de pluie. Il contenait de la nourriture sous forme de poissons. Il possédait des îles où l'on pouvait faire escale, se ravitailler et réparer les navires. Le vent fournissait une énergie gratuite et renouvelable. Et surtout, la Terre elle-même fournissait un environnement dans lequel les corps humains pouvaient survivre sans assistance technologique. L'air était respirable. La gravité était celle pour laquelle nos os et nos muscles avaient évolué. La température était, dans la plupart des régions, compatible avec la survie. L'espace interstellaire ne fournit rien de tout cela. Il n'y a pas d'air, pas d'eau, pas de nourriture, pas de gravité naturelle, pas de protection contre les radiations, pas de température viable et pas d'escale. Le vaisseau ne pourrait compter que sur lui-même. Tout ce dont les passagers auraient besoin, chaque molécule d'oxygène, chaque goutte d'eau, chaque calorie de nourriture, devrait être produit ou recyclé à bord. L'analogie avec les explorations maritimes est séduisante, mais elle masque une différence fondamentale. Les navigateurs terrestres exploraient un environnement hostile, mais habitable. Les voyageurs galactiques traverseraient un environnement fondamentalement incompatible avec la vie biologique dans lequel la moindre défaillance technique pourrait être mortelle. Mais supposons, pour le plaisir de l'exploration intellectuelle, que nous résolvions le problème de la vitesse. Supposons qu'un jour, dans un futur lointain, l'humanité parvienne à construire un vaisseau capable de se déplacer à une fraction significative de la vitesse de la lumière, disons 10%, et que ce vaisseau soit suffisamment grand et suffisamment bien équipé pour embarquer des passagers humains. Le voyage jusqu'aux confins de la galaxie prendrait alors environ 200 000 ans. C'est colossal. Mais au moins c'est dans le domaine du concevable pour une espèce qui pourrait un jour maîtriser des technologies que nous ne pouvons encore qu'imaginer. Le problème, c'est que la vitesse n'est pas le seul obstacle. Et une fois que le problème de la propulsion était résolu, ou du moins atténué, tout un ensemble de difficultés, jusque-là masquées par la question de la vitesse, commence à émerger avec une clarté brutale. L'espace interstellaire n'est pas un vide bienveillant à travers lequel on glisse sans effort. C'est un environnement hostile, subtil dans sa dangerosité, et d'autant plus traître qu'il paraît tranquille. Le premier danger, le plus immédiat et le plus physique, est le risque de collision avec des particules. À vitesse basse, l'espace entre les étoiles semble presque vide. Les atomes d'hydrogène qui le peuplent sont si dispersés, environ 1 par centimètre cube en moyenne, qu'ils ne représentent aucune menace perceptible. Mais à mesure que la vitesse augmente, même ces particules infinitésimales deviennent dangereuses. À 10% de la vitesse de la lumière, chaque atome d'hydrogène rencontré par le vaisseau frappe sa surface avec une énergie considérable. Un grain de poussière cosmique, même microscopique, impactant un bouclier à 30 000 km par seconde, libère autant d'énergie qu'un petit explosif. Sur un trajet de 200 000 ans, le vaisseau traverserait un nombre incalculable de ces particules. L'érosion cumulative des surfaces extérieures, les dommages au blindage, les micro-impacts répétés, tout cela constituerait un stress structurel permanent que les matériaux du vaisseau devraient endurer sans défaillir. Le deuxième danger est le rayonnement cosmique. L'espace est baigné de particules hautement énergétiques provenant de multiples sources. Le vent solaire de notre propre étoile,
les rayons cosmiques galactiques émis par des supervas lointaines, et le fond diffus cosmique qui imprègne tout l'univers observable. Sur Terre, nous sommes protégés par notre atmosphère et par le champ magnétique terrestre qui dévient la grande majorité de ces particules. Un vaisseau en route vers les confins de la galaxie ne bénéficierait d'aucune de ces protections naturelles. Le blindage contre les radiations est possible, mais il ajoute de la masse. Et plus le vaisseau est massif, plus il faut d'énergie pour le propulser. Chaque couche de protection supplémentaire rend la propulsion plus difficile. C'est un cercle vicieux d'ingénierie où chaque solution à un problème en aggrave un autre. Le troisième danger, peut-être le plus insidieux, est le temps lui-même. Un voyage de 200 000 ans dépasse la durée d'une vie humaine par un facteur de plus de 2000. Aucun être humain ne peut vivre assez longtemps pour voir la fin d'un tel trajet. Aucune génération ne peut espérer arriver. Le voyage devrait être accompli non pas par un équipage, mais par une lignée, une succession de générations naissant, vivant et mourant à bord du vaisseau, chacune transmettant le flambeau à la suivante. C'est le concept de vaisseau-génération, et il transforme fondamentalement la nature du voyage. Un vaisseau-génération n'est pas un vaisseau au sens habituel du terme, c'est un monde. Un habitat autonome capable de soutenir une communauté humaine viable pendant des millénaires. Il doit produire de la nourriture, recycler l'eau et l'air, générer de l'énergie, fabriquer des pièces de rechange, éduquer ses enfants, soigner ses malades, gérer ses conflits sociaux et maintenir sa structure physique, tout cela sans aucune aide extérieure, sans aucun ravitaillement, sans aucune possibilité de secours, pendant une durée qui dépasse l'histoire de toutes les civilisations humaines combinées. Les défis techniques sont immenses. L'air doit être continuellement purifié et renouvelé. L'eau doit circuler dans un cycle fermé, presque parfait. Toute perte, même infime, accumulée sur des milliers d'années, finirait par épuiser les réserves. La nourriture doit être cultivée à bord, ce qui nécessite des systèmes agricoles artificiels capables de fonctionner indéfiniment dans un environnement confiné. Les matériaux du vaisseau eux-mêmes se dégradent. Les métaux se fatiguent, les composants électroniques vieillissent, les joints d'étanchéité s'usent. Sur une mission de 200 000 ans, chaque pièce du vaisseau devrait être remplacée des milliers de fois. Le vaisseau ne pourrait pas simplement emporter assez de pièces de rechange. Il devrait être capable de fabriquer les siennes, à partir de matières premières qu'il faudrait soit emporter en quantité suffisante, soit récolter en route dans l'espace interstellaire. Mais les défis techniques, aussi redoutables soient-ils, ne sont peut-être pas les plus difficiles. Les défis humains pourraient s'avérer encore plus fondamentaux. Une communauté humaine confinée dans un espace limité pendant des millénaires serait soumise à des pressions psychologiques et sociales sans précédent. Les conflits sociaux, les luttes de pouvoir, les dérives idéologiques, la perte de motivation, l'oubli progressif de la mission originelle, tous ces phénomènes, bien documentés dans des contextes beaucoup plus courts et beaucoup moins extrêmes, deviendraient des risques existentiels pour la mission. Imaginez les premières générations. Les fondateurs, ceux qui ont choisi de partir, portent en eux le souvenir de la Terre, la compréhension de la mission et la motivation personnelle qui les a poussés à embarquer. Mais leurs enfants n'auront pas fait ce choix. Ils naîtront dans le vaisseau et le vaisseau sera leur seul monde. Ils n'auront jamais vu le ciel bleu, jamais senti le vent sur leur visage, jamais marché sur un sol qui ne soit pas métallique. Pour eux, la Terre ne sera qu'une histoire, un récit transmis par les anciens de plus en plus lointain, de plus en plus abstrait. La mission elle-même, ce grand projet de quitter la galaxie, ne sera pas un acte héroïque qu'ils ont personnellement décidé d'accomplir. Ce sera la condition dans laquelle ils sont nés, imposée par des ancêtres qu'ils n'ont jamais connus. Au fil des générations, cette distance émotionnelle ne ferait que s'approfondir. Les langues parlées à bord évolueraient, comme toutes les langues évoluent quand elles sont isolées. Les coutumes changeraient,
Les structures sociales se transformeraient. Les connaissances scientifiques accumulées par les fondateurs pourraient être mal transmises, mal comprises, progressivement déformées ou même perdues si les systèmes éducatifs ne maintenaient pas une rigueur absolue sur des durées astronomiques. L'histoire de la Terre deviendrait mythologie. Le but du voyage pourrait se dissoudre dans le quotidien de la survie à bord. Il y a eu des tentatives de modéliser ce que deviendrait une société humaine confinée pendant des milliers d'années. Les résultats sont rarement rassurants. Les petites populations isolées sont vulnérables à la dérive génétique, à la consanguinité, aux épidémies et aux fractures sociales qui, dans un environnement dont on ne peut pas s'échapper, deviennent catastrophiques plutôt que simplement difficiles. Une guerre civile sur Terre est un drame humain. Une guerre civile à bord d'un vaisseau génération serait potentiellement un événement d'extinction pour toute la communauté embarquée. Ces réflexions ne sont pas de la science-fiction gratuite. Elles découlent directement de la physique du voyage. Si la galaxie exige des durées de transit qui dépassent la vie humaine, alors la question cesse d'être purement technique et devient profondément humaine. Ce n'est plus seulement « pouvons-nous construire un moteur assez puissant ?» C'est « pouvons-nous construire une société assez résiliente pour survivre autant que le moteur exige ?» Il y a un aspect de cette question qui touche à quelque chose de fondamental dans la psychologie humaine. Notre rapport au sens et au but. Tout être humain a besoin de sentir que sa vie a une direction, que ses actions contribuent à quelque chose qui dépasse l'instant présent. Sur Terre, ce besoin est satisfait de multiples façons, par la famille, par le travail, par la création artistique, par la contribution à une communauté, par la spiritualité. Dans un vaisseau génération, toutes ces sources de sens seraient ici filtrées à travers une condition unique et omniprésente, le confinement dans un espace clos, en mouvement à travers un vide qui ne change jamais. Les premières générations pourraient puiser leur motivation dans la grandeur du projet. Elles pourraient se considérer comme des pionniers, des porteurs d'un flambeau sacré confié par l'humanité terrestre. Mais au fil des siècles, cette flamme risquerait de vaciller. La Terre deviendrait un concept abstrait, un lieu que personne à bord n'a jamais vu, un monde dont les paysages ne sont connus qu'à travers des images archivées et des récits transmis de bouche à oreille ou par des systèmes éducatifs qui pourraient eux-mêmes se dégrader avec le temps. Le but du voyage, atteindre un hypothétique dehors, pourrait sembler de plus en plus arbitraire à des personnes dont toute l'existence se déroule à l'intérieur du vaisseau. Des sociologues et des psychologues ont étudié les effets de l'isolement prolongé sur de petits groupes humains. Les résultats des expériences de simulation, comme Biosphère 2 dans les années 90, sont instructifs. Ce projet avait enfermé 8 personnes dans un habitat écologique autonome pendant 2 ans. Malgré des préparations minutieuses, le groupe a connu des conflits interpersonnels sévères, des problèmes d'approvisionnement en oxygène et des tensions psychologiques qui ont mis la mission en péril. Et c'était pour 2 ans, pas 2000, pas 200 000. La Station spatiale internationale, où des équipages de 6 à 7 astronautes se relaient pour des missions de 6 mois environ, offre un autre point de données. Les astronautes rapportent fréquemment des difficultés d'adaptation psychologique, des tensions interpersonnelles et un phénomène appelé l'effet de la 3e trimestre, une période de démotivation et de fatigue émotionnelle qui survient aux 2/3 environ de la mission. Ces effets sont gérables sur 6 mois, avec des communications quotidiennes avec la Terre et la perspective d'un retour prochain. Mais extrapolez-les sur des millénaires, sans aucune perspective de retour ni de communication externe, et les défis deviennent proprement vertigineux. La question de la taille minimale viable de la communauté embarquée est elle-même un sujet de recherche active. Les généticiens estiment qu'une population humaine a besoin d'au minimum plusieurs centaines d'individus. Certaines études suggèrent au moins 500, d'autres plus de 1000.
pour maintenir une diversité génétique suffisante sur le long terme et éviter les problèmes liés à la consanguinité. Mais une population de cette taille nécessite un vaisseau considérablement plus grand, avec davantage de systèmes de support vital, davantage de nourriture, davantage d'espace habitable, davantage d'énergie. Le vaisseau grossit, et avec lui, les défis d'ingénierie, de propulsion et de maintenance. Et même si nous imaginions des solutions alternatives, l'hibernation prolongée, le transport d'embryons congelés destinés à être élevés par des intelligences artificielles, à l'arrivée, le téléchargement de conscience dans des supports numériques, chacune de ces options soulèverait ses propres questions éthiques, techniques et philosophiques, chacune aussi vertigineuse que le voyage lui-même. L'hibernation cryogénique, par exemple, suppose que nous sachions un jour geler un être humain vivant et le réveiller intact, un processus que la biologie actuelle ne permet absolument pas. La cristallisation de l'eau dans les cellules provoque des dommages irréversibles aux tissus. Les recherches sur la cryopréservation avancent, mais nous sommes encore très loin de pouvoir suspendre un organisme humain complet et le ressusciter. Le transport d'embryons congelés est techniquement plus envisageable. Nous savons déjà conserver des embryons humains viables pendant des années, mais ils soulèvent des questions éthiques vertigineuses. Qui élèverait ces enfants à l'arrivée? Des robots? Des intelligences artificielles programmées pour imiter l'éducation parentale? Quel type d'humanité émergerait de cette expérience? Des êtres humains élevés sans parents biologiques, sans culture transmise par le contact humain, dans un environnement extraterrestre inconnu, seraient-ils encore humains au sens où nous entendons ce terme? Et le téléchargement de conscience, l'idée de transférer l'esprit humain dans un support numérique, reste, malgré son attrait dans la science-fiction, un concept dont la faisabilité fondamentale est elle-même contestée. Nous ne comprenons pas encore comment la conscience émerge de l'activité neuronale. Nous ne savons pas si elle peut être copiée ou si elle est intrinsèquement liée au substrat biologique qui la produit. Présumer que la technologie résoudra ce problème est un acte de foi, pas une prédiction scientifique. Mais laissons de côté, pour un instant, les questions de propulsion, de survie et de société. Supposons que tous ces problèmes soient résolus. Supposons qu'un vaisseau parte, qu'il atteigne une vitesse suffisante, que ses passagers survivent d'une manière ou d'une autre au millénaire de transit. Que verrait-on? Que ressentirait-on? À quoi ressemblerait le départ de la Voie lactée, vue de l'intérieur du vaisseau? C'est peut-être la partie la plus fascinante de toute cette exploration, parce qu'elle touche à quelque chose de profondément humain. Notre besoin de visualiser, de ressentir, de donner une forme émotionnelle à une expérience. Les chiffres et les équations décrivent le voyage, mais c'est l'expérience vécue qui lui donne un sens. Au départ, le ciel autour du vaisseau ressemblerait à ce que nous connaissons depuis la Terre, en un peu plus spectaculaire. Les étoiles de la Voie lactée rempliraient le firmament dans toutes les directions, plus densément dans le plan du disque galactique, moins densément au-dessus et en dessous. Le vaisseau serait immergé dans un océan d'étoiles, entouré par la structure lumineuse de la galaxie. Rien, à ce stade, ne suggérerait visuellement le début d'un départ. Le paysage stellaire changerait si lentement que des générations entières pourraient naître et mourir sans percevoir la moindre différence dans le ciel. Mais avec le temps, beaucoup de temps, des changements subtils commenceraient à se manifester. Les étoiles du disque galactique, qui au départ entouraient le vaisseau de manière relativement uniforme dans le plan, commenceraient à se concentrer davantage dans une direction. Le ciel cesserait progressivement d'être un bain lumineux, omnidirectionnel, et commencerait à devenir asymétrique. Devant le vaisseau, un vide de plus en plus profond, de plus en plus sombre. Derrière le vaisseau, la lueur persistante de la Voie lactée, encore éclatante, encore immense, mais commençant à se rassembler en une structure identifiable plutôt qu'en un environnement englobant.
Ce serait le premier signe émotionnel du départ. Le moment où la galaxie cesserait de se comporter comme le décor de l'existence et commencerait à se comporter comme un objet, comme quelque chose que l'on regarde plutôt que quelque chose dans lequel on vit. Ce glissement serait extrêmement lent, si lent que seules les archives et les comparaisons entre cartes stellaires d'époques différentes permettraient de le confirmer. Mais il serait réel. Et il porterait un poids émotionnel considérable pour quiconque en prendrait conscience. À mesure que le vaisseau continuerait de s'éloigner, la voilée lactée se contracterait encore davantage dans le champ de vision. Le disque lumineux, qui avait été le ciel entier, deviendrait une bande, puis une forme ovale, puis un objet brillant occupant une portion de plus en plus réduite du firmament. Les détails individuels, les amas d'étoiles, les nébuleuses, les bras spiraux, deviendraient progressivement indiscernables, fondus dans la lumière collective de centaines de milliards d'étoiles vues à très grande distance. La galaxie deviendrait une tache lumineuse, majestueuse et solitaire, flottant dans un noir immense. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette transformation. Nous passons notre vie entière à l'intérieur de la Voie lactée, entourée par ses étoiles, baignée dans sa lumière, portée par sa gravité. Et maintenant, dans cette expérience de pensée, nous la regardons se contracter, se rassembler, se réduire à un objet dans le ciel. C'est comme regarder une maison où l'on a grandi rétrécir dans le rétroviseur en s'éloignant, sauf que cette maison contient la totalité de l'expérience humaine. Chaque lever de soleil que quiconque a jamais contemplé, chaque nuit étoilée que quiconque a jamais admirée, chaque amour, chaque deuil, chaque naissance, tout cela est dans cette lueur qui rapetisse. Et autour de cette lueur, le noir. Pas le noir de la nuit terrestre, qui est en réalité un noir peuplé d'étoiles, de planètes, de lumière réfléchie par la lune, de la lueur diffuse des villes. Le noir intergalactique est un noir d'une profondeur qui n'existe nulle part sur Terre. Un noir où les seules sources de lumière sont des galaxies si éloignées qu'elles apparaissent comme de vagues taches floues, à peine perceptibles. Un noir où le silence n'est pas métaphorique mais littéral. Aucune onde sonore ne peut se propager dans le vide, et les ondes électromagnétiques provenant de sources lointaines sont si atténuées qu'il faudrait des instruments extraordinairement sensibles pour les détecter. Les voyageurs éprouveraient probablement ce que les astronomes appellent parfois le vertige de l'échelle. Cette sensation d'étourdissement mental qui survient quand l'esprit tente de saisir des grandeurs qui dépassent son architecture cognitive naturelle. Nos cerveaux ont évolué pour traiter des distances de quelques kilomètres, des durées de quelques décennies, des populations de quelques centaines d'individus. Quand on les confronte à des milliers d'années-lumière, des millions d'années, des milliards d'étoiles, quelque chose dans le système cognitif commence à patiner. Les nombres cessent d'être des quantités et deviennent des symboles, des abstractions que l'on manipule intellectuellement sans les ressentir véritablement. Mais il y aurait aussi, peut-être, un sentiment de paix. Une paix étrange, née non pas du confort, mais de la clarté. Tout ce qui est superficiel, tout ce qui est trivial, tout ce qui encombre habituellement la conscience humaine, les soucis quotidiens, les ambitions mesquines, les conflits d'ego, tout cela paraîtrait absurde face à ce spectacle. La Voie lactée, vue de l'extérieur, enseignerait à ses enfants une leçon que rien d'autre ne pourrait enseigner, que tout ce que nous sommes est contenu dans un seul objet, que cet objet est magnifique et qu'il est infiniment petit comparé à ce qui l'entoure. Il n'y aurait probablement pas de moment dramatique de franchissement, pas de ligne dans l'espace marquant la frontière entre dedans et dehors. Pas de signal, pas de changement brusque dans l'environnement. La transition serait graduelle, comme un coucher de soleil qui ne finirait jamais, un long crépuscule cosmique s'étendant sur des millénaires. Un jour,
Les cartographes du vaisseau regarderaient leur relevé et constateraient que les étoiles les plus proches dans la direction de la marche sont désormais des étoiles intergalactiques errantes, ou bien des amas globulaires du halo externe. La densité stellaire autour du vaisseau serait tombée à un niveau si faible que le mot « vide » commencerait à paraître approprié. Et derrière eux, la Voie lactée aurait achevé sa métamorphose. D'un environnement, elle serait devenue un souvenir lumineux, un objet dans le ciel parmi d'autres. Ce moment, même s'il n'arriverait jamais sous forme d'un instant précis, serait l'un des plus profonds de toute l'histoire de l'humanité. Voir sa propre galaxie de l'extérieur, voir le lieu de naissance de notre espèce, de notre étoile, de notre planète, rassemblés dans un seul foyer de lumière suspendu dans l'obscurité. Tout ce que l'humanité a jamais connu, chaque montagne, chaque océan, chaque ville, chaque sourire, chaque guerre, chaque poème, chaque découverte serait contenu dans cette lueur. Et l'espace devant le vaisseau serait vide. Non pas absolument vide, bien sûr. L'espace intergalactique contient du gaz raréfié, de la matière noire, des photons du rayonnement fossile. Mais visuellement, émotionnellement, la noirceur serait écrasante. Il y a une expérience terrestre qui offre peut-être la plus proche analogie avec ce que les voyageurs ressentiraient, l'expérience des astronautes d'Apollo voyant la Terre depuis la Lune. Ce phénomène, que l'écrivain Frank White a baptisé l'effet de vue d'ensemble, décrit le changement cognitif profond qui se produit quand on voit la Terre depuis l'espace. Les astronautes qui en ont fait l'expérience décrivent unanimement un sentiment de transformation. La planète, vue de loin, apparaît fragile, précieuse, unique, sans frontières visibles, flottant dans un vide noir et silencieux. Ce sentiment change la relation de l'observateur avec son monde natal. Il ne le regarde plus comme un habitant regarde son pays. Il le regarde comme un esprit conscient contemple la totalité de ce qu'il a fait exister. Maintenant, imaginez cet effet multiplié par un facteur incalculable. Pas la Terre vue depuis la Lune, la galaxie tout entière vue depuis l'espace intergalactique, pas une planète de 12 000 km de diamètre, mais un disque de 100 000 années-lumière contenant des centaines de milliards d'étoiles. Pas un objet que l'on peut espérer rejoindre en 3 jours de voyage, mais un foyer de lumière dont on s'éloigne irréversiblement depuis des millénaires. L'émotion serait d'une nature que le langage humain n'a probablement pas encore les mots pour décrire. Ce serait à la fois le sommet de l'accomplissement. Nous l'avons fait, nous avons quitté la galaxie et l'abîme de la perte. Nous ne reviendrons jamais et tout ce que nous avons été est derrière nous, rapetissant dans l'obscurité. Les philosophes grecs avaient un mot pour un certain type de tristesse liée à la beauté. Le mot « nostalgie » en capte une partie, mais pas toute. Il faudrait un mot qui combine le sublime, ce sentiment d'être face à quelque chose de si vaste que l'esprit chancelle, avec le deuil, la conscience que ce qui a été quitté ne peut plus être rejoint. Les voyageurs galactiques vivraient probablement les deux simultanément, mêlés en une émotion unique que leur espèce n'avait jamais éprouvée auparavant, parce que leur espèce n'avait jamais été dans une position pareille. Et c'est ici qu'une réalité encore plus vaste s'imposerait. Car quitter la Voie lactée ne place pas le voyageur au bout de l'univers. Cela le place dans l'espace intergalactique, un domaine dont les dimensions font paraître la galaxie elle-même presque intime. La galaxie d'Andromède, notre plus proche grande voisine galactique, se trouve à environ 2 500 000 années-lumière. 2 500 000. Nous venons de passer des millénaires, ou des millions d'années, à traverser quelques dizaines de milliers d'années-lumière pour sortir de notre propre galaxie, et la prochaine grande escale est encore 100 fois plus lointaine. Les distances intergalactiques rendent les distances intragalactiques presque confortables par comparaison. L'espace intergalactique est un lieu d'une vacuité difficile à concevoir. Si l'espace interstellaire, l'espace entre les étoiles au sein d'une galaxie, contient en moyenne environ un atome d'hydrogène par centimètre cube,
l'espace intergalactique est encore bien plus vide, avec des densités de matière des centaines ou des milliers de fois plus faibles. C'est le vide le plus profond que l'univers naturel peut produire. Pas un vide parfait. La physique quantique garantit qu'un vide parfait n'existe pas. Mais un vide si poussé que si l'on pouvait y placer un capteur suffisamment sensible, il détecterait à peine quelques particules éparses noyées dans un bain de photons résiduels du Big Bang. La température de cet espace est d'environ 2,7 Kelvin, soit 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est la température du fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile laissé par les premiers instants de l'univers, dilué et refroidi par 13 milliards 800 millions d'années d'expansion cosmique. Un vaisseau flottant dans cet espace n'aurait pratiquement aucune source de chaleur externe. Il serait enveloppé dans un froid si profond qu'il défie toute comparaison terrestre. Le point le plus froid jamais mesuré sur Terre, au cœur de l'Antarctique, par les nuits les plus claires de l'hiver austral, est encore environ 270 degrés plus chaud que l'espace intergalactique. Et pourtant, malgré cette vacuité apparente, l'espace intergalactique n'est pas dépourvu de structure. Des observations récentes ont révélé l'existence de vastes filaments de gaz chaud reliant les galaxies entre elles, des ponts cosmiques de matière ionisée, si ténus qu'ils ont longtemps échappé à la détection, mais dont la masse cumulée est considérable. Ces filaments font partie de ce qu'on appelle la toile cosmique, la structure à grande échelle de l'univers, dans laquelle les galaxies ne sont pas dispersées au hasard, mais sont organisées le long de filaments et de feuillets, entourant de vastes bulles presque vides, appelées vides cosmiques. Le groupe local, dont notre galaxie fait partie, est un amas modeste d'une cinquantaine de galaxies, réparties sur environ 10 millions d'années-lumière. Andromède et la Voie lactée en sont les deux membres dominants, accompagnés de la galaxie du Triangle et d'un cortège de petites galaxies satellites, les nuages de Magellan, la galaxie naine du Sagittaire, la galaxie naine du Grand Chien et d'autres encore plus petites. Certaines de ces galaxies naines sont si peu lumineuses qu'elles n'ont été découvertes que récemment, cachées dans l'éclat de la Voie lactée comme des lucioles dans les phares d'une ville. Au-delà du groupe local s'étend l'amas de la Vierge, une concentration de plus de 1000 galaxies située à environ 54 millions d'années-lumière. Et au-delà de l'amas de la Vierge, des superamas, des filaments, des murs de galaxies, le grand mur, le mur des Hercule-couronnes boréales, des structures si vastes qu'elles poussent les limites de ce que la cosmologie peut modéliser. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies, réparties dans un volume dont le diamètre dépasse 90 milliards d'années-lumière. Et cet univers observable n'est probablement qu'une infime fraction de l'univers total. Quitter la Voie lactée, dans ce contexte, serait comme sortir de son village et découvrir que le monde est infiniment plus grand que tout ce qu'on avait imaginé. Chaque nouveau pas vers l'extérieur révélerait une couche supplémentaire de complexité et de vastitude. Le voyageur ne trouverait pas de fin. Il ne trouverait que de nouvelles profondeurs. Et cette découverte, bien que vertigineuse, serait aussi la confirmation d'une intuition que l'humanité porte en elle depuis qu'elle a commencé à lever les yeux vers les étoiles. L'univers est plus grand que nous, infiniment plus grand. Et chaque fois que nous pensons avoir atteint ses limites, il se révèle plus vaste encore. La Voie lactée fait partie d'un petit groupe de galaxies, appelé le groupe local, qui contient une cinquantaine de galaxies de taille variée. Ce groupe local, lui-même, fait partie d'un superamas plus vaste, le superamas de la Vierge. Et ce superamas fait partie d'une structure encore plus grande, le superamas Laniakea, identifié en 2014, qui s'étend sur plus de 500 millions d'années-lumière et contient environ 100 000 galaxies. L'univers observable tout entier, c'est-à-dire la portion de l'univers dont la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang, a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière.
Et cet univers observable n'est probablement qu'une fraction d'un univers total qui pourrait être infiniment plus grand ou dont les limites réelles nous sont inaccessibles. Quitter la Voie lactée, dans ce contexte, n'est pas une fin. C'est un premier pas incroyablement modeste dans une hiérarchie de structures cosmiques qui s'emboîtent l'une dans les autres comme des poupées de Russe d'une taille inconcevable. Le voyageur qui aurait traversé la galaxie et émergé de l'autre côté n'aurait fait que quitter la première couche. L'univers continuerait de s'étendre devant lui dans toutes les directions, couche après couche, structure après structure, jusqu'à des échelles, où même le concept de distance commence à perdre son sens intuitif. Et pourtant, malgré cette disproportion vertigineuse, l'acte même de poser la question « Combien de temps pour quitter la Voie lactée ?» révèle quelque chose de remarquable sur l'esprit humain. Nous sommes une espèce née sur une petite planète, emportée dans le sillage d'une étoile ordinaire, enfouie à l'intérieur d'une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres. Notre corps est fragile. Notre durée de vie est brève. Nos outils les plus rapides sont pathétiquement lents à l'échelle cosmique. Et pourtant, nous sommes capables de concevoir la question. Nous sommes capables de tracer la carte. Nous sommes capables de mesurer les distances, d'estimer les vitesses, de calculer les durées et de comprendre, véritablement comprendre, à quel point nous sommes petits. Cette capacité est elle-même une forme de grandeur. Pas une grandeur physique, nous ne deviendrons jamais grands dans ce sens-là face à une galaxie. Mais une grandeur intellectuelle, une portée de l'esprit qui dépasse infiniment la portée de nos fusées. Nous pouvons penser au-delà de notre taille. Nous pouvons imaginer au-delà de notre durée de vie. Nous pouvons poser des questions dont les réponses ne viendront pas avant des siècles, et nous les posons quand même, parce que quelque chose en nous refuse d'accepter que l'horizon visible soit la limite de ce qui mérite d'être exploré. Cette tension entre notre petitesse physique et notre ambition intellectuelle est au cœur de toute l'aventure spatiale. Elle explique pourquoi nous avons envoyé des sondes vers les planètes extérieures du système solaire, alors que les retombées pratiques immédiates étaient des minimes. Elle explique pourquoi nous construisons des télescopes capables de capter la lumière d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Elle explique pourquoi un problème aussi manifestement impossible que l'évasion galactique continue de fasciner, de provoquer la réflexion et de nourrir l'imagination de générations de scientifiques, d'ingénieurs et de rêveurs. Et peut-être est-ce là le point le plus important de toute cette exploration. Le voyage lui-même, le voyage physique, avec un vaisseau réel quittant réellement la Voie lactée, est peut-être au-delà de nos capacités actuelles par un facteur si énorme qu'il semble absurde d'en parler sérieusement. Mais le voyage intellectuel, lui, vient de se produire. En suivant cette question jusqu'au bout, en refusant de se satisfaire de réponses vagues, en insistant pour comprendre pourquoi les chiffres sont si grands et ce qu'ils signifient vraiment, nous avons accompli quelque chose que très peu d'espèces dans l'univers, si d'autres espèces existent, pourraient accomplir. Nous avons vu notre propre galaxie de l'extérieur, dans notre imagination. Nous avons mesuré la distance entre ce que nous sommes et ce que le cosmos exige. Et au lieu d'être écrasés par cette disproportion, nous l'avons transformée en connaissance. La connaissance ne raccourcit pas le voyage. Elle ne rend pas le vaisseau plus rapide, ni la galaxie plus petite. Mais elle change quelque chose de fondamental dans notre relation à l'univers. Elle nous permet de savoir où nous sommes. Pas seulement géographiquement, dans un bras spirale, à 26 000 années-lumière du centre galactique, mais existentiellement. Nous savons que nous sommes petits. Nous savons que nous sommes brefs. Nous savons que nos outils sont jeunes et que le cosmos est ancien et indifférent. Et nous savons, malgré tout cela, que nous sommes capables de comprendre. C'est un privilège étrange. Aucune planète ne nous a promis cette capacité. Aucune loi physique ne l'exigeait.
La conscience aurait pu ne jamais émerger. L'intelligence aurait pu ne jamais atteindre le stade où elle peut concevoir des galaxies, des années-lumière, des vitesses de libération. Que nous soyons là, en ce moment, capables de poser ces questions et d'y répondre avec rigueur, c'est déjà, en un certain sens, un événement cosmique remarquable. Pas parce que l'univers se soucie de nous, mais parce que nous sommes la partie de l'univers qui a appris à se soucier d'elle-même. Et c'est ce qui rend la question initiale si riche. Elle commençait par sembler technique, un problème de distance, de vitesse, de temps. Et elle s'est révélée être, au fond, une question sur la nature même de l'être humain face au cosmos. Que faisons-nous quand nous découvrons que notre maison est immense? Que faisons-nous quand nous réalisons que nos jambes sont trop courtes pour la traverser? Nous ne nous asseyons pas. Nous ne détournons pas le regard. Nous mesurons, nous calculons, nous imaginons. Et nous transmettons ce que nous avons appris à ceux qui viendront après nous, dans l'espoir qu'un jour, leurs jambes seront plus longues que les nôtres. Le Soleil, pendant que nous réfléchissions à tout cela, a continué son orbite autour du centre de la voie Pompidou-Lactée. Il s'est déplacé d'une fraction infinitésimale de son circuit galactique. La Terre a tourné sur elle-même plusieurs fois. Des étoiles sont nées quelque part dans les bras spiraux, et d'autres se sont éteintes. La galaxie a continué de vivre, indifférente à notre questionnement, mais n'en étant pas moins le théâtre dans lequel ce questionnement a eu lieu. Car voilà ce que nous oublions souvent. La galaxie n'est pas un décor statique. Elle n'est pas un poster accroché au mur de l'univers, immobile et éternel. La Voie lactée est un système vivant, pas au sens biologique, mais au sens dynamique. Tout en son sein est en mouvement permanent. Les étoiles orbitent. Les nuages de gaz se contractent et donnent naissance à de nouvelles étoiles. D'autres étoiles vieillissent, gonflent, explosent en supernova et dispersent leurs éléments à travers l'espace interstellaire. Les bras spiraux eux-mêmes ne sont pas des structures fixes. Ce sont des ondes de densité qui se propagent à travers le disque, des motifs récurrents dans lesquels les étoiles entrent et sortent au fil de leurs orbites. La galaxie se remodèle en permanence, lentement mais incessamment. Cette dynamique cosmique possède une beauté que les images statiques ne peuvent pas capturer. Si l'on pouvait accélérer le temps d'un facteur d'1 million et observer la Voie lactée depuis l'extérieur, on verrait un spectacle éblouissant. Un gigantesque disque en rotation, ponctué d'éclairs de supernovas, parsemé de nébuleuses rougeoyantes où de nouvelles étoiles s'allument, traversées par des bandes sombres de poussière qui se condensent et se dispersent en vagues lentes. On verrait les bras spiraux tourner, non pas comme des structures solides, mais comme des motifs ondulatoires, des crêtes de densité à travers lesquelles la matière stellaire s'écoule. On verrait des amas globulaires plonger périodiquement à travers le disque depuis le halo, comme des satellites en orbite excentrique. On verrait le trou noir central, invisible à l'œil nu, mais trahi par les mouvements frénétiques des étoiles les plus proches, qui orbitent autour de lui à des vitesses de milliers de kilomètres par seconde. Ce ballet cosmique se déroule en permanence, à chaque instant, que nous le remarquions ou non. Et il se poursuivrait pendant tout le temps que durerait le voyage d'un vaisseau tentant de quitter la galaxie. Sur un voyage de 200 000 ans, sans parler de centaines de millions, le paysage galactique que le vaisseau traverse ne resterait pas identique à celui qu'il a quitté. Les constellations que les premiers voyageurs connaissaient se déformeraient progressivement. Les étoiles visibles dans le ciel arrière du vaisseau changeraient d'ordre de position les unes par rapport aux autres. Des étoiles qui étaient proches au départ s'éloigneraient. D'autres, invisibles au lancement, apparaîtraient. Le ciel, lui-même, serait un livre dont les pages se réécrivent en permanence, trop lentement pour qu'un œil humain le perçoive dans le cadre d'une vie, mais assez vite pour que les archives du vaisseau, consultées sur des millénaires, révèlent un univers en transformation constante. Et la galaxie subirait aussi des transformations à plus grande échelle.
Des amas d'étoiles se formeraient et se disloqueraient. Des nébuleuses se condenseraient en nouvelles générations stellaires. Les trous noirs, au cœur des amas globulaires, poursuivraient leur lente croissance. Et dans quelques milliards d'années, un laps de temps comparable, rappelons-le, à la durée de notre voyage initial avec les technologies actuelles, la Voie lactée elle-même fusionnerait avec Andromède, notre grande voisine galactique, qui se rapproche actuellement de nous à environ 110 km par seconde. Cette collision, prévue dans environ 4 à 5 milliards d'années, redessinerait complètement la structure des deux galaxies, les fusionnant en une galaxie elliptique géante que les astronomes ont déjà surnommée Milcomède. Un vaisseau parti il y a des centaines de millions d'années avec les technologies actuelles n'arriverait peut-être même pas au bord de la galaxie avant que cette fusion ne commence. Il tenterait de quitter une galaxie qui, pendant son voyage, cesserait d'exister sous la forme dans laquelle il l'a connue. La cible elle-même se transformerait. Le bord qu'il vise changerait de position, de forme, de composition. Le vaisseau poursuivrait un fantôme, la mémoire d'une galaxie qui ne ressemblerait plus à celle qu'il a quittée. C'est une ironie cosmique d'une profondeur saisissante. L'univers ne se contente pas d'être immense. Il est aussi impermanent. Rien n'y reste fixe assez longtemps pour que nos plans les plus ambitieux puissent s'y ancrer confortablement. La galaxie que nous essayons de quitter est la même galaxie qui se remodèle sous nos pieds, ou plutôt sous notre trajectoire, pendant que nous essayons de la fuir. Le cosmos ne nous attend pas. Il ne fait pas de pause pendant que nous calculons nos itinéraires. Il continue son propre récit, à sa propre cadence, indifférent à nos projets. Cette réalité ne diminue pas la valeur de la question. Au contraire, elle la rend encore plus poignante, car elle révèle que notre désir de comprendre l'univers est toujours une course contre quelque chose, contre notre propre brièveté, contre l'immensité des distances et contre le flux perpétuel du changement cosmique. Nous essayons de saisir un univers qui ne cesse de couler entre nos doigts, et cette tentative, aussi futile qu'elle puisse paraître à l'échelle cosmique, est précisément ce qui nous définit comme espèce pensante. Revenons, avant de conclure, à la question originelle. Combien de temps faudrait-il pour quitter la Voie lactée ? La réponse comporte plusieurs couches, et chacune d'entre elles raconte une histoire différente. La première couche est purement physique. Avec les technologies dont nous disposons en ce moment, des sondes capables de se déplacer à quelques dizaines de kilomètres par seconde, le voyage jusqu'au bord visible du disque galactique prendrait des centaines de millions d'années. C'est plus long que l'âge des dinosaures, plus long que l'existence de la plupart des espèces qui ont jamais vécu sur Terre. C'est un laps de temps si vaste que la Terre elle-même serait méconnaissable à l'arrivée, si tant est que le mot « arriver » ait encore un sens à cette échelle. La deuxième couche est gravitationnelle. Même en parcourant toute cette distance, un vaisseau trop lent ne s'échapperait pas véritablement. La Voie lactée, avec son halo de matière noire et sa masse colossale, exercerait encore son emprise. Pour une évasion réelle, pas seulement un éloignement, mais une libération, il faudrait atteindre environ 550 km par seconde. Nos meilleures sondes n'atteignent même pas un dixième de cette vitesse en croisière libre. L'écart est abyssal. La troisième couche est technologique. Des moteurs plus puissants, nucléaires, à fusion, à antimatière, à voile laser, pourraient réduire le voyage de centaines de millions d'années à des centaines de milliers, voire des dizaines de milliers. C'est un progrès spectaculaire, mais c'est toujours un laps de temps qui dépasse de très loin la durée d'une vie humaine et même la durée de toute civilisation connue. La quatrième couche est humaine. Un voyage de cette durée ne peut pas être accompli par un individu, ni même par une génération. Il exigerait la construction d'un monde autonome capable de soutenir une société humaine pendant des millénaires. Un défi d'ingénierie, de biologie, de psychologie et de politique qui dépasse tout ce que l'humanité a jamais tenté. La cinquième couche est philosophique. Pourquoi tenter un tel voyage ?
Qu'y a-t-il dans la nature humaine qui nous pousse à regarder au-delà de l'horizon, même quand l'horizon se trouve à des millions d'années-lumière? La réponse touche à quelque chose de fondamental. Notre refus d'accepter que le connu soit la totalité du réel. Notre besoin de savoir ce qui se cache de l'autre côté. Notre intuition que l'univers contient plus que ce que notre position actuelle nous permet de voir. Et la sixième couche, peut-être la plus importante de toutes, est ce que la question elle-même nous enseigne sur nous-mêmes. Car en posant cette question, en la suivant jusqu'au bout, en refusant de se contenter d'une réponse superficielle, nous avons fait quelque chose que les chiffres seuls ne peuvent pas mesurer. Nous avons étendu notre compréhension de notre propre place dans le cosmos. Nous avons vu, aussi clairement que l'imagination le permet, la disproportion entre ce que nous sommes et ce qui nous entoure. Et au lieu de nous détourner de cette disproportion, nous l'avons explorée. Nous l'avons transformée en savoir. Nous l'avons transformée en récit. La Voie lactée n'a pas rétréci pendant ce voyage intellectuel. Elle est exactement aussi vaste qu'elle l'était au début. Le vaisseau imaginaire que nous avons lancé dans notre esprit n'a pas avancé d'un seul centimètre réel, mais quelque chose a changé. Notre regard a changé. Notre compréhension s'est élargie. Nous savons maintenant, avec une précision que nous ne possédions pas auparavant, à quel point notre galaxie est immense, à quel point nos outils sont modestes, et à quel point le chemin vers l'extérieur est long. Et nous savons aussi autre chose. Nous savons que malgré tout cela, quelque chose en nous continue de regarder vers le haut, continue de poser des questions plus grandes que nos réponses actuelles, continue de rêver de voyages que nos corps ne pourront peut-être jamais accomplir. Cette persistance, ce refus de laisser l'immensité nous réduire au silence, est peut-être la chose la plus remarquable que l'univers ait jamais produite. Pas une fusée, pas un télescope, pas un calcul. Un esprit qui regarde l'infini et qui, au lieu de se taire, demande combien de temps. Il y a dans cette question une humilité et une audace qui coexistent de manière extraordinaire. L'humilité de reconnaître que nous sommes minuscules, que notre planète n'est qu'un grain de poussière dans un bras spiral d'une galaxie parmi des centaines de milliards. Et l'audace de refuser que cette petitesse soit le dernier mot. L'esprit humain possède cette capacité paradoxale de se savoir insignifiant et de continuer à agir comme si cela n'avait pas d'importance, pas par aveuglement, par choix, par quelque chose qui ressemble à du courage intellectuel, cette volonté de regarder le vide en face et de dire « oui, c'est immense, et alors, mesurons-le ». Cette attitude est visible dans toute l'histoire de l'astronomie. Quand Copernic a proposé que la Terre n'était pas le centre de l'univers, c'était un acte d'humilité cosmique, accepter que notre position n'était pas privilégiée. Quand Hubble a découvert que les nébuleuses, spirales, étaient en réalité d'autres galaxies, à des distances inimaginables, c'était un nouvel effondrement de l'illusion de centralité. Quand les observations du fond diffus cosmologique ont confirmé que l'univers avait un âge fini et une histoire, c'était la découverte que même le cosmos lui-même n'était pas éternel dans sa forme actuelle. Chacune de ces découvertes a rapetissé l'humanité dans le portrait cosmique, et chacune a simultanément agrandi notre compréhension. La perte de centralité a été compensée par un gain de savoir. Nous sommes plus petits que nous le pensions, mais nous voyons plus loin que nous ne l'aurions jamais cru possible. Le voyage galactique s'inscrit dans cette même tradition. Il nous dit que notre galaxie est plus grande, plus massive, plus profonde que notre intuition ne le suggère. Il nous dit que nos outils actuels sont inadéquats face à cette échelle. Il nous dit que le temps requis dépasse non seulement la vie humaine, mais la durée même de notre espèce sous sa forme actuelle. Et au lieu de nous décourager, cette connaissance nous enrichit. Elle nous donne une carte plus fidèle du terrain. Elle nous montre exactement où nous en sommes dans le long processus qui pourrait, un jour, nous mener au-delà. Car l'histoire de la technologie humaine est, quand on la regarde avec un recul suffisant,
Une histoire d'ambition autrefois impossible devenue réalisable. Voler semblait impossible pendant des millénaires. Puis, ce ne le fut plus. Quitter l'atmosphère terrestre semblait impossible. Puis, ce ne le fut plus. Envoyer un objet au-delà du système solaire semblait impossible. Puis voyager l'a fait. Chacun de ces sauts a été précédé d'une longue période pendant laquelle le rêve paraissait absurde, séparé de la réalité par un gouffre technologique que rien ne semblait pouvoir combler. Et chaque fois, le gouffre a été comblé, non pas d'un seul coup, mais par l'accumulation patiente de connaissances, d'essais, d'erreurs et de percées. Cela ne signifie pas que le voyage galactique sera un jour réalisé. L'extrapolation, à partir des succès passés, n'est pas une garantie. Les barrières physiques qui séparent notre technologie actuelle de l'évasion galactique sont d'une nature fondamentalement différente de celles qui séparaient les frères Wright de la NASA. Il ne s'agit plus seulement d'ingénierie. Il s'agit de physique fondamentale, de limites imposées par la vitesse de la lumière, par la thermodynamique, par la mécanique gravitationnelle. Certaines de ces limites pourraient être infranchissables. La vitesse de la lumière, par exemple, semble être une limite absolue que rien dans l'univers connu ne peut dépasser. Si cette limite est réelle, et toutes les preuves expérimentales accumulées depuis plus d'un siècle confirment qu'elle l'est, alors le voyage galactique sera toujours assujetti à des durées minimales qui se mesurent en milliers ou dizaines de milliers d'années, même dans les scénarios les plus optimistes. Mais même cette contrainte ne ferme pas entièrement la porte. Elle la rend plus étroite, plus difficile à franchir, mais elle la laisse entrebâillée. Car si l'humanité, ou ce qu'elle sera devenue, apprend un jour à construire des vaisseaux capables de naviguer à des fractions significatives de la vitesse de la lumière, et si elle apprend à construire des sociétés capables de se maintenir pendant des millénaires dans l'espace, alors l'évasion galactique cesse d'être physiquement impossible. Elle reste extraordinairement difficile, mais elle entre dans le domaine du faisable théorique. Et dans l'histoire de la technologie, le faisable théorique a souvent fini par devenir le réalisé pratique, pour peu que suffisamment de temps et de motivation s'accumulent. Et peut-être qu'un jour, dans un futur si lointain qu'il nous est impossible de l'imaginer avec précision, des êtres qui portent encore en eux quelque chose de notre humanité, transformés par le temps, par la technologie, par l'évolution elle-même, accompliront ce voyage. Peut-être qu'un jour, quelqu'un regardera en arrière vers un foyer de lumière lointain et saura que c'est la Voie lactée, que c'est le lieu où tout a commencé, où une espèce fragile et curieuse, armée de rien d'autre que de sa curiosité et de ses mathématiques, a posé la question pour la première fois. Ce jour n'est pas aujourd'hui. Ce jour n'est peut-être pas demain. Mais la question, elle, existe déjà. Et c'est la question qui ouvre le chemin. Pas le moteur, pas le carburant, la question. Car avant de quitter un lieu, il faut d'abord comprendre ce qu'il est. Il y a un dernier aspect de cette exploration qui mérite d'être souligné avant de conclure. L'acte même de réfléchir à ces questions modifie notre rapport à la réalité quotidienne. Quand vous sortirez ce soir, si le ciel est clair et que vous lèverez les yeux vers les étoiles, vous ne les verrez plus tout à fait de la même façon. Vous saurez que cette bande laiteuse qui traverse le firmament n'est pas un décor, mais le bord intérieur d'un disque colossal dans lequel vous êtes enfoncé. Vous saurez que chaque étoile que vous voyez est un soleil, peut-être entouré de planètes, peut-être habité, presque certainement indifférent à votre existence. Et vous saurez que l'espace qui sépare ces étoiles est si vaste qu'un vaisseau lancé aujourd'hui n'en traverserait qu'une fraction infinitésimale au cours de votre vie entière. Cette connaissance ne devrait pas être déprimante. Elle devrait être libératrice. Parce qu'elle vous place exactement là où vous êtes, un être conscient, debout sur une planète rocheuse, en orbite autour d'une étoile ordinaire, à l'intérieur d'une galaxie spirale, dans un univers qui dépasse toute mesure humaine, et elle vous dit que cette position, aussi modeste soit-elle, est extraordinaire. Vous êtes ici. Vous êtes conscient. Vous comprenez où vous êtes. Et cela suffit pour que l'univers, à travers vous,
se regarde lui-même. Les astronomes appellent Beeple parfois notre position dans le cosmos le principe de médiocrité. L'idée que la Terre n'occupe pas de position privilégiée dans l'univers, que notre Soleil est une étoile ordinaire, que notre galaxie est une galaxie ordinaire. C'est un principe correct du point de vue physique, mais il manque quelque chose. Car si notre position est médiocre, notre capacité à le savoir ne l'est pas. Aucune étoile ne sait qu'elle est ordinaire. Aucune galaxie ne contemple sa propre structure. Seule une espèce consciente, née dans un coin modeste d'un cosmos immense, peut regarder autour d'elle et dire « Je sais où je suis, et je vois combien c'est grand ». C'est la seule chose dans l'univers connu qui n'est pas ordinaire du tout. Et ce soir, nous avons commencé à comprendre ce qu'est la Voie lactée, non pas comme une image dans un livre d'astronomie, mais comme le lieu immense, tournant, gravitant, vivant, dans lequel nous naissons, pensons, et un jour, peut-être, cessons d'être. Le lieu qui nous contient tous, le lieu dont nous rêvons de nous échapper, et le lieu qui, par sa seule existence, nous a donné la capacité de rêver.